Depuis sa nomination à la tête du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, la professeure Sidiki Ramatoul Diarmakou Seyni s'attelle à traduire en actions concrètes la confiance placée en elle par les plus hautes autorités du pays à travers la lettre de mission qui lui a été confiée par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. Inscrivant son action dans la dynamique de la refondation fondée sur la proximité avec les populations, la solidarité nationale et la souveraineté sociale, la ministre a insufflé une nouvelle vision au sein de son département ministériel. Une vision axée sur la concertation, la collégialité dans la prise de décision, l'efficacité de l'action publique et le renforcement de la synergie avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Parmi les réformes majeures engagées figure le réaménagement stratégique du ministère, la construction d'un centre d'accueil pour enfants en difficulté, ainsi que le renforcement de l'approche communautaire en matière de protection de l'enfance. Dans cette optique, des comités de protection ont été mis en place dans toutes les régions, départements et villages du pays afin d'assurer un meilleur suivi et une protection accrue des enfants. La création d'une ligne verte dédiée à la redevabilité en lien avec les données d'intervention du ministère constitue également une avancée importante pour rapprocher davantage l'administration des populations. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, notamment à travers leur représentation au sein du Conseil national des personnes âgées, ainsi que l'institutionnalisation d'un mécanisme spécifique de protection sociale en faveur des personnes vivant avec un handicap. Dans le même élan, le ministère a entrepris la révision de ces différentes politiques et stratégiques sectorielles afin de les aligner sur le programme de refondation de la République 2025-2029. Dans le cadre de la sauvegarde de la patrie et de la refondation, le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a également apporté sa contribution à l'effort national de guerre. Il s'est en outre engagé dans l'élaboration d'une politique humanitaire conforme aux idéaux de l'Alliance des États du Sahel AES, tout en poursuivant plusieurs missions conjointes de terrain avec les partenaires techniques et financiers, aussi bien à Niamey que dans les régions de Dosso, Difa, Tawa, Tillabéri, Zender et Maradi. Ces missions ont permis d'évaluer les besoins réels des populations, d'apprécier les conditions de fonctionnement des structures sociales et de renforcer la coordination des interventions en faveur des couches les plus vulnérables. Le point culminant de ces missions demeure l'assistance apportée aux populations déplacées internes du village d'Angwal-Zoulou, commune rurale de Gafati, région de Zender, avec la construction d'abris et le déploiement de moyens conséquents par les autorités à travers le ministère. Conformément à la vision des autorités de la refondation, le ministère a multiplié les initiatives en faveur de l'autonomisation économique et sociale des femmes à travers divers programmes et projets mis en œuvre avec l'ensemble des acteurs publics, privés et communautaires. Le Niger a également accueilli une importante rencontre des ministres de l'AES en charge de la promotion de la femme. Cette rencontre a abouti à l'adoption de la déclaration de Niamey et à la signature d'une feuille de route visant à renforcer la coopération régionale au sein de l'espace AES. La professeure Sidiki Ramatoul Diarmakou Seyni a par ailleurs pris part à une rencontre de haut niveau des ministres en charge de l'action humanitaire à Bamako au Mali, témoignant ainsi de l'engagement du Niger dans les initiatives régionales de solidarité et d'assistance humanitaire. Le renforcement institutionnel du département s'est également traduit par l'acquisition de matériel roulant et d'équipements informatiques, ainsi que par la validation d'un cadre anticipatoire, multirisque et multi-acteurs, fruit d'un travail concerté avec les partenaires techniques et financiers. À travers l'ensemble de ces réalisations, conduites dans un esprit de partenariat et de responsabilité partagée, la professeure Sidiki Ramatoul Diarmakou Seyni confirme sa volonté de faire du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale un véritable levier de transformation sociale au service des populations et en parfaite cohérence avec les idéaux de la refondation pour un Niger plus solidaire, inclusif et résilient. Mesdames, Messieurs,
bonsoir. Dans le cadre de notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement, nous recevons ce soir la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité, professeur Sidiki Ramatoul Djermokoy Seyni. Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler du bilan de vos actions à la tête du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité. Madame la ministre, vous êtes nommée à ce poste depuis le 17 avril 2025. C'est dire, Madame la ministre, vous avez 14 mois à la tête de ce ministère que les femmes, après la formation du tout premier gouvernement, au lendemain des événements du 26 juillet, ont demandé la réhabilitation et ce qui fut fait lors du réaménagement technique du gouvernement intervenu le 17 avril 2025. Alors, Madame la ministre, au cours de cet entretien que j'ai l'honneur de conduire avec Abari Amitié et Ibrahim Yero, vous allez nous dire concrètement qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage à la tête de ce ministère depuis 14 mois. Et pour commencer cet entretien, cette question, Madame la ministre, pour bien introduire notre entretien, pouvez-vous nous présenter très succinctement les différents volets de votre portefeuille? Merci beaucoup, Monsieur Tchemogo. Bonjour, Monsieur Abari, Monsieur Hiro, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères, chaleureux remerciements à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'être ici, en ces lieux prestigieux. Mes salutations et mes remerciements vont également, naturellement, aux plus hautes autorités du Niger, à la tête desquelles Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, Son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Mohamed Lamizène, comme j'ai l'habitude de le dire, nos voyants membres du CNSP, mes collègues du gouvernement, pour la confiance placée à ma modeste personne, au service de la nation entière, à travers cette noble fonction ministérielle. Mes remerciements vont bien sûr aussi à la RTN pour cette invitation à échanger, à communiquer avec le public, à pouvoir rendre compte au public conformément aux recommandations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en toute transparence et en toute collégialité. La mission assignée au ministère de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale a également l'avantage d'être pour nous une fonction louable et à bénéfice mutuel, multiple. C'est un privilège dont nous remercions Dieu et les hautes autorités, mes collaborateurs et moi-même. Pourquoi c'est un privilège? Parce que c'est un ministère qui nous permet d'être au service des populations les plus vulnérables. Notre mission principale étant l'assistance aux personnes vulnérables. Et selon les préceptes de l'islam, il n'y a pas mieux que d'avoir l'occasion de venir en aide à son prochain. Je remercie tous mes collaborateurs très chaleureusement pour leur engagement, leur bonne foi, leur bonne volonté, leur ardeur au travail, leur abnégation au travail. Donc, pour répondre à votre question, M. Tchemogo, le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale a été créé par décret numéro 2025-192 PRN du 17 avril 2025. Conformément à la lettre de mission à nous confier par le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, ce ministère a en charge les questions de population. Ce ministère a également en charge les questions d'action sociale au niveau de toutes les conditions de vie, notamment des personnes vulnérables ayant besoin d'assistance. Le ministère a également en charge les questions de la protection de l'enfant. Notre ministère a également en charge les questions de la promotion de la femme. En parlant de la femme, ce ministère a été chaudement réclamé par les femmes. Oui. Et permettez-moi, au nom des femmes, au nom de toutes les femmes, de remercier Son Excellence, le général d'armée Abdraman Chani, pour avoir répondu favorablement à l'appel des femmes. Notre ministère a également en charge les questions de solidarité nationale, ces questions qui prennent en compte les aspects humanitaires et la gestion des chocs, que ces chocs soient d'origine humaine ou climatique. Comme vous le constatez, notre ministère a une large couverture, aussi bien quantitativement que qualitativement. Donc nous avons en charge toutes ces questions-là.
des jeunes parents certainement, qui abandonnent les enfants. On n'entend pas beaucoup parler de ces cas, on a pensé que c'est en régression. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de cas de ce genre? Avez-vous des chiffres sur ce genre de cas? Et le deuxième niveau de ma question sur la même chose, vous avez parlé d'un centre de récupération. Est-ce que ce centre il appartient à l'État nigérien, au gouvernement, ou est-ce que c'est un centre privé? C'est un centre entièrement financé par l'État nigérien. Je vous dis qu'en matière de, justement, ce ministère, l'apport de l'État nigérien est majoritaire. C'est un centre entièrement financé par l'État nigérien. Et ces enfants sont des pupilles de l'État. Ils sont entièrement pris en charge par l'État nigérien. Entièrement. Donc, l'apport de l'État à ce niveau, c'est vraiment très palpable, très louable, et ça couvre tout. C'est 100% nigérien. Voilà. Et pour ce qui est des enfants abandonnés, bon, Dieu merci, il y en a de moins en moins parce que les parents se rendent compte, avec le dispositif mis en place, qu'on peut les repérer vite. Mais qualitativement, on peut dire que ça régresse. J'ai deux aspects à vous demander par rapport, parce que vous êtes quand même ministre de la Population. Est-ce qu'on a une idée exacte de la population du Niger aujourd'hui? La population du Niger est estimée à 27 millions d'habitants, il me semble. 27 millions d'habitants aujourd'hui. D'habitants. Maintenant, pour ce qui est des proportions donc entre les hommes et les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, l'autre aspect, puisqu'il y a le volet aussi action humanitaire que vous gérez. Oui. Et on sait qu'aujourd'hui, la saison de pluie est là avec son lot d'inondations et tout. Oui. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par votre pour faire face à la situation? Parce qu'on a vu, quand la pluie commence, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays, c'est très compliqué. Quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour faire face à la situation aujourd'hui? Oui. Comme nous avons l'habitude de le dire, notre haute saison commence maintenant. Voilà. Notre période d'activité en plein régime commence maintenant. D'accord. Et enfin, a déjà commencé depuis le mois de mai. D'abord, sur le plan institutionnel, nous avons au niveau de la primature un comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations, présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, avec comme premier vice-président le ministre de l'Équipement et deuxième vice-président la ministre en charge de la population. C'est ça. Voilà. Donc, ce comité en charge de la prévention et la gestion des inondations est appuyé au niveau de notre ministère par une cellule de prévention et de gestion des inondations qui travaille en appui avec le comité de gestion présidé par la primature. Ces deux structures ont chacune leur cahier de charge avec des actions bien définies auparavant. Maintenant, concrètement, cette année, par exemple, depuis le mois de mai, nous avons tenu un atelier national en matière d'action anticipatoire. Nous avons les actions anticipatoires. Il s'agit d'anticiper. Il ne faut pas se contenter. Il ne faut pas attendre. Non, il ne faut pas attendre. D'accord. Il s'agit d'anticiper. Donc, nous avons tenu cet atelier d'action anticipatoire. Et là, en début juin, là, nous avons lancé nos activités de la cellule de prévention et de gestion des inondations au niveau de notre ministère. En un mot, Madame la Ministre, l'État a prévu des moyens pour faire face à la situation parce qu'on a vu souvent dans les années antérieures comment ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les moyens qui sont là à votre disposition pour faire face à cette situation en cas d'inondation aujourd'hui? Exactement. D'accord. Exactement. Les moyens sont là, financiers et tout? Oui. Tout est là? Oui, tout est là. D'accord. Tout est là. J'ai bien dit que nous n'attendons pas de lancer les activités, d'être dans la haute période pour intervenir dans n'importe quelle région du Niger. D'accord. Au niveau de toutes les régions, le dispositif est installé. D'accord. Tout est stocké au niveau des magasins de l'OPVN de chaque région. Tout est à proximité des lieux d'intervention. Et quel rôle
peut-être vont jouer les partenaires, parce qu'on a vu souvent les partenaires interviennent dans ces cas précis, hein, en cas d'inondation. Et on a vu depuis l'arrivée du CNSP, en tout cas, le gouvernement a été très clair par rapport à ça. C'est d'abord l'État. Et c'est d'abord l'État. Et maintenant, peut-être, les partenaires, quel message avez-vous peut-être en direction de ces partenaires, souvent qui sont prompts à réagir en cas de ces situations? Oui. Voilà. C'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État et ce sera toujours l'État. D'accord. Effectivement, en 2024, l'État a entièrement géré la situation. Et là encore, l'État est capable de gérer la situation avec tous les dispositifs mis en place. Donc on n'a pas besoin de partenaires. J'arrive. Ok. J'arrive. On a contenu, on a toujours besoin, ce n'est jamais de trop. Ce n'est jamais de trop. Une aide n'est jamais de trop. Mais l'aide est destinée à se passer de l'aide. Donc pour ce qui est des partenaires, les partenaires travaillent avec les autorités régionales. Okay. Ils apportent leur contribution en fonction, eux aussi, ils n'apportent pas les contributions les yeux fermés, non. C'est en fonction des besoins recensés sur place. D'accord. Madame la ministre, comment se présente votre cadre de travail? Il s'agit entre autres de l'environnement, de l'accueil, etc. Notre cadre de travail, pour ce qui est de l'environnement, des efforts louables ont été fournis par des actions concrètes. La première action concrète, quand on s'installe quelque part, il faut améliorer le cadre de vie. Nous avons tout simplement nettoyé de fois en comble, réhabilité les locaux. Le vieux bâtiment. Et c'est un bon bâtiment. C'est un bâtiment des années 80, un bâtiment solide qui n'avait besoin que de quelques couches de peinture. Nous avons donc amélioré notre cadre de travail, tant au niveau central qu'au niveau de Kouantaz. Pour cette amélioration-là, nous travaillons avec ce que l'État nous donne. Madame la ministre, l'accueil, c'est un art, hein? On est d'accord? Oui. L'accueil, c'est un art. Nous sommes un ministère de l'action sociale. Nous avons des spécialistes en matière d'action sociale. Tout à fait. Oui. C'est ça que je voulais vérifier. Et c'est leur spécialité. D'accord. Ils savent comment accueillir. D'accord. Oui. Quelles sont les politiques mises en œuvre pour faire de votre ministère un facteur de progrès social et de développement économique du Niger? Merci beaucoup, M. Hiro. Effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, notre département ministériel dispose de plusieurs politiques. Nous avons la politique nationale de population 2019-2035. Nous avons la politique nationale de genre, PNG, et son plan d'action qui ont été révisés et qui sont actuellement dans le circuit d'adoption pour la période 2025-2028. Nous avons la politique humanitaire et de gestion des catastrophes et son plan d'action. Nous avons la politique nationale de protection sociale en son axe 4 qui est en cours de révision. Nous avons également le document cadre de protection de l'enfant sur lequel on se base pour la matière de protection d'enfants, en matière d'intervention au niveau des enfants. Madame la ministre, par rapport toujours à ce sujet, hein, j'aimerais comprendre un peu la loi, parce qu'on en est sur la loi sur le quota. Parce que je sais que beaucoup de fois, souvent, les femmes réclament ça. Quand vous êtes ministre de la Population, est-ce qu'on en est par rapport à cette loi sur le quota? Est-ce qu'elle est respectée ou qu'est-ce qui se passe? Bon, la loi sur le quota, d'abord, c'est une loi qui a un rapport assez étroit avec la politique. Avec la politique. Ok, d'accord. Avec les élections, disons la politique en général. D'accord. Mais dans cette loi sur le quota, il y a le côté technique aussi. Il y a la loi, pour cette loi, il y a des pourcentages en matière de postes électifs et il y a un pourcentage en matière de postes nominatifs. C'est ça. Pour les postes électifs, comme le nom sous-entend, donc ça c'est pour les élections. Donc on n'en est pas là. D'accord. Maintenant pour les postes nominatifs, voilà. C'est là où c'est très important. C'est juste. Les postes nominatifs. Elle est en vigueur, non? Elle est toujours en vigueur, cette loi? Oui, elle est toujours en vigueur. D'accord. Elle est toujours en vigueur. Pour ce qui est des postes nominatifs, ces postes nominatifs doivent être basés sur la compétence, la qualité, la formation des femmes à nommer à tel poste. Donc, c'est purement technique. Depuis l'avènement du CNSP, cette loi est respectée. Très respectée. Les femmes sont
très représentées dans les administrations. Très, je ne dis pas très, oui. le mot très, je ne sais pas. Ouais, Mais elles sont bien représentées. Elles sont bien représentées. Elles sont bien représentées. Dans l'administration aujourd'hui. Oui, elles sont bien représentées dans l'administration. Ah oui. Et une femme, quand elle s'engage, c'est à fond. Ouais. Je n'ai rien contre les hommes, mais c'est comme ça. C'est la vérité. C'est la preuve que c'est une femme qui parle. Bon. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. D'accord. Et madame, par rapport toujours à ces différentes politiques dont vous avez évoquées au niveau de votre ministère, qu'en est-il de la coordination des structures féminines? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait que là aussi, c'est un autre sujet. Hein? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de ces associations féminines par-ci, par-là. Comment ça se passe concrètement? La coordination de ces structures féminines, elle se porte bien. Elle se porte bien. Oui, elle se porte bien. Toute structure féminine qui se présente à nous pour nous demander quelque chose, la première des choses, pour être prise en compte, pour être reconnue officiellement par le ministère, tant que vous n'êtes pas enregistré comme structure, pas en tant qu'individu, hein, on n'enregistre pas les individus, on enregistre les structures, avec tous les papiers, tous les documents qu'il faut, notamment le premier document, c'est l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Ouais. Donc, avec tous ces documents, la structure se fait enregistrer au niveau des différents départements, que ce soit la promotion de la femme, l'action sociale, etc. À partir de ce moment, maintenant, la structure peut prétendre être accompagnée officiellement par notre ministère. Okay. Donc, petit à petit, toutes les structures sont en train de se faire enregistrer. Oui. Maintenant, pour ce qui est de la coordination. Chaque structure a son plan d'action. Oui, bien sûr. Nous accompagnons ces structures techniquement. Nous n'avons pas les moyens financiers. De temps en temps, on a quelques moyens matériels. L'encadrement. Hein? Oui, l'encadrement. Mais il y a aussi des moyens matériels, par exemple les machines à coudre, tout ça, pour accompagner donc, ces structures selon leurs activités. Ouais. Mais l'un dans l'autre, toute structure féminine est obligatoirement sous tutelle de notre ministère. À ce niveau, Madame la Ministre, vous avez essayé, parce qu'on a vu qu'il y a des structures dont les instances n'arrivent pas à se renouveler. C'est toujours les mêmes, au niveau des mêmes structures, chez les femmes. Madame la Ministre, excusez-moi, permettez-moi cette parenthèse. Et vous avez essayé de réunir à travers ce cadre générationnel, ce transfert d'idées, d'expériences générationnelles. Vous avez fait une première expérience ici à l'Université de Niamey. Faudra-t-il aujourd'hui renouveler ou redynamiser le cadre de ces instances-là au niveau des femmes? Ça se renouvelle progressivement. Vous avez parlé de l'AFN. C'est ça. L'AFN, c'est la première structure féminine. C'est ça. Au Niger. Au Niger. Ouais. Aujourd'hui, l'AFN est en phase de mutation, de redynamisation. Madame la Ministre, vu l'étendue des missions de votre ministère, quels sont vos moyens de fonctionnement? Est-ce que vraiment vous avez aujourd'hui les moyens de fonctionnement pour ce ministère? Donc, on a vu les missions qui sont vraiment nobles et vraiment vastes. Hein? Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, les moyens de fonctionnement, oui, on ne peut pas dire qu'on ne les a pas, on les a. On les a, les et votre budget, c'est combien pour parler du budget de fonctionnement de ce ministère? Notre budget de fonctionnement est inversement proportionnel à la taille de notre ministère. Voilà. C'est à combien? On peut avoir une idée? Oui. C'est combien? À titre illustratif, pour l'exercice budgétaire 2026, les crédits alloués à notre département ministériel s'élèvent à 1 milliard 770 millions 713 481 francs CFA, dont 500 millions de francs CFA pour les charges du personnel. Ce qui suppose 1 milliard 200 millions de francs CFA sont consacrés à la mise en œuvre des activités, donc au fonctionnement. Pour un effectif de 348 cadres, dont 198 féminins et 150 masculins, toutes catégories confondues, et 264 agents du service civique national. Les interventions de l'État, donc c'est sur fonds propres. Et quel est notre moyen de fonctionnement? Nous, tout simplement une gestion raisonnée, une gestion transparente. Madame la Ministre, le ministère, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure quand vous avez expliqué, c'est des interventions presque au quotidien en direction des personnes âgées, des personnes vulnérables, des populations nécessiteuses et tout. Oui. Et comment travailler, faire tout ça avec ce montant dont vous avez évoqué? On travaille un ministère aussi important. Hein? On ne travaille pas seul.
Ah, je vous ai dit. On ne travaille pas seul. Ok. Je vous ai dit qu'on travaille avec d'autres structures. D'autres structures. Notamment la primature. Ah, ok. Oui. Il y a un secrétariat permanent au niveau de la primature. D'accord. Nous avons la DGPC. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Nous avons beaucoup d'autres structures. Je parle des structures étatiques. Étatiques, tout à fait. Je parle des structures étatiques. Vraiment, sur le plan étatique, on est bien couvert, on fonctionne bien. Et bien sûr, si le ministère en charge des Finances veut bien nous augmenter notre enveloppe, on ne demande pas mieux. Mais on a obtenu le tiers de ce qu'on a demandé. Ok. Madame la ministre, quelle approche réaliste et pragmatique mettez-vous en œuvre pour l'épanouissement de nos populations dans leur environnement? Réaliste et pragmatique. D'abord, pour ce qui est d'approche pragmatique, notre département ministériel s'est engagé à promouvoir l'approche droit humain. Donc, l'approche droit humain en ce sens que toute intervention s'inscrit dans le respect des droits spécifiques. Nous avons aussi l'habilitation des communautés à prendre en charge elles-mêmes les aspects du développement local. Nous avons l'autorisation des groupes vulnérables pour leur pleine participation. Nous avons l'implication des chefs traditionnels et leaders religieux dans la sensibilisation des communautés sur les questions de population et de développement. Et là, je peux vous assurer qu'un travail formidable est mené, a toujours été mené par des autorités coutumières qui sont en contact direct avec ces populations, notamment au niveau du monde rural. Et ce travail, d'ailleurs, a été reconnu à tous les niveaux, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la parenté responsable, plusieurs activités de communication sociale pour un changement de comportement ont été initiées, notamment l'organisation des caravanes de sensibilisation. Nous avons des conférences débats au niveau des universités. Nous avons le renforcement des capacités des acteurs sur les questions de population et de développement. Madame la ministre, j'ai deux choses à demander par rapport à ces approches réalistes et pragmatiques. Parlant des aides au profit des populations, je sais qu'il y a l'aide de l'État qui ne pose aucun problème. Non. Mais là où il y a le problème, c'est les aides apportées souvent par les partenaires ou des pays amis. Oui. Comment ça se passe concrètement? Parce que je sais que là aussi, depuis le 26, les gens sont un peu prudents par rapport à ces aides. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Concrètement, je vous l'ai dit. Voilà, comment ça se passe? Parce qu'auparavant, les partenaires agissaient directement, sans en aviser les autorités. Les autorités. Ok. Et là, les choses ont été mises en place. Oui, ça c'est... Et comment ça se passe concrètement maintenant? Concrètement, il faut que ces partenaires sont tenus de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, notamment le gouvernorat, les directions régionales et tous les services déconcentrés. Ça, c'est indéniable. Et en plus, il y a un rapport d'activité qui doit être rédigé et transmis à qui de droit, que ce soit les gouvernorats ou le niveau central. Et les partenaires ne sont pas contre, ils sont d'accord sur la voie à suivre, la ligne de conduite, et il n'y a pas de souci à ce niveau. D'accord. Il n'est pas question que ces partenaires livrent de fausses données qui peuvent nuire à l'image du pays. Ouais. Et c'est ça, on est tenu d'y veiller. Ça fait partie de notre lettre de mission aussi, parce que nous travaillons avec ces partenaires et c'est à nous aussi d'attirer leur attention qu'ils ne doivent pas mener des actions qui peuvent nuire à la réputation du pays. D'accord. L'autre aspect, puisque vous avez beaucoup insisté sur le pragmatisme au niveau de votre ministère, parce que vous êtes en contact direct avec les populations. Oui. Maintenant, je sais que, puisque vous êtes totalement sur le terrain, mais souvent, on voit peu d'actions au niveau médiatique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème?
On voit peu, hein, parce que c'est un ministère qui est en contact direct avec les populations, où souvent vous les aidez et tout, mais sur le plan communicationnel, souvent on voit peu d'actions. Qu'est-ce qui se passe? Puisque le directeur de la télé, là, je viens, il sourit, il me regarde. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette question? Je voulais dire que c'est la question qui fâche. Ah non, on va arriver à la question qui fâche. Pas forcément. Enfin, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. D'abord, on vous a parlé du budget. Notre budget est triqué. Ouais. Donc, comme on gère notre budget en mère de famille, c'est-à-dire que là où on voit que ce qu'on peut dépenser pour financer une télévision, on peut utiliser cette somme-là pour subvenir aux besoins d'une famille. La famille ne sera que plus contente. La télévision, c'est bien bon, la communication, c'est bien Madame, bon. il faut que vos actions soient visibles. Oui, voilà. j'arrive. Il faut que nos actions soient visibles. Maintenant, pour ce qui est de la visibilité de notre action, étant donné qu'en tant que ministère, nous avons le droit à une diffusion prise en charge par l'État. Prise en charge par l'État. Et c'est le cas? Oui. Non, il n'y a pas de souci. La majorité de nos activités sont couvertes par l'État. Il n'y a pas de souci. De temps en temps, pour une question de comportement de certains partenaires, qui arrivent, pour une question de comportement de certains partenaires, livrent des informations directement à des médias qui ne portent pas dans le cœur. Donc, à partir du moment où vous livrez des informations sans aucun contrôle à un média qui ne porte pas le Niger dans son cœur, le traitement ne peut être que contre le Niger. Tout à fait. Donc, voilà la raison pour laquelle l'État est réticent pour la couverture donc de certains éléments. Et ce que nous acceptons et nous respectons fort bien. Donc sinon, il n'y a pas de souci. Souvent, vous partez vous-même pour le terrain, les techniciens vont pour le terrain pour donner des machines, des machines qui sont commandées par le ministère gratuitement à des femmes pour les aider. Souvent, c'est même à des journées comme la journée nationale de la femme, le 13 mai, où on donne des moulins à grains, des machines de décortiquage, on donne les filles qui sont issues des familles défavorisées, on les amène dans des centres de formation, on leur donne des machines à coudre. Tout ça, là, pendant un moment, le ministère de la Population supervisait ça. Je me demande, est-ce que ce type d'action, de projet existe encore? Ça continue. On continue à les assister. Cependant, il faut faire donc attention, comme on ne peut pas satisfaire tout le monde, on est obligé d'être raisonnable et bien sûr continuer à respecter donc l'utilisation adéquate, raisonnée donc de ce matériel. Quand vous dotez les femmes rurales de décortiqueuses, il y a plusieurs retombées. La première retombée, c'est que c'est la femme elle-même qui est soulagée. La pénibilité, physiquement, la pénibilité du travail. Deuxièmement, étant donné que cette femme, en général, elle ne travaille pas seule, elle met à contribution ses filles, j'ai bien dit ses filles, pour l'aider à assumer les tâches domestiques. Eh bien, ces filles, du coup, sont lésées du côté de la scolarité. En fait, c'est tout un processus. Comme elles sont lésées du côté de la scolarité, elles n'arrivent pas à suivre un cursus normal. Elles arrivent en retard. En dotant ces femmes de matériel le plus tôt possible, on n'a pas le droit d'attendre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une mise à échelle en matière de dotation de ce monde rural, en matière de batteuses, de décortiqueuses et de farineuses, de moulineuses. 3 types de machines. Pour battre, pour décortiquer et pour faire de la farine. Si ces femmes rurales sont dotées de ces 3 types de machines, et qu'elles sont dotées aussi de forage, ces femmes seront allégées dans leurs tâches. Du coup, leurs filles seront plus disponibles pour leur scolarisation et elles pourront rester plus longtemps à l'école. Madame la ministre, peut-on savoir les approches que vous avez développées pour promouvoir l'épanouissement de la famille, notamment de la femme et de l'enfant, en mettant un accent particulier sur la femme rurale? Si vous voulez l'épanouissement de la famille c'est quoi? C'est surtout le développement des enfants. C'est l'objectif primordial de la famille. Et justement, donc, notre ministère a développé plusieurs approches concrètes en faveur de la famille, tout en mettant l'accent sur la femme et l'enfant. Il s'agit, entre autres, donc, de la politique nationale du genre,
et son plan d'action qui ont été révisés et qui sont actuellement dans le circuit d'adoption 2026-2028. Il y a l'adoption et l'exécution d'une stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme, mettant un accent particulier sur l'accès et le contrôle des moyens de production, notamment l'acquisition de terres. Il y a le capital, il y a les intrants utilisés, les intrants agricoles, il y a les technologies utilisées. Donc nous avons aussi la structuration et le renforcement des capacités des organisations des femmes rurales. Les femmes rurales sont de plus en plus organisées. Il y a beaucoup de groupements, il y a beaucoup de formations. Elles reçoivent beaucoup de formations dans tous les domaines pour renforcer leurs capacités de transformation agroalimentaire ou autres. Nous avons également l'installation des plateformes multifonctionnelles au profit des femmes rurales pour alléger les tâches domestiques afin de mener des activités génératrices de revenus et participer activement au développement économique et social de leur communauté. En fait, la femme rurale, la solution à son problème, elle est simple. Elle n'est pas si difficile que ça. Il suffit tout simplement de l'alléger de ses tâches, de lui apporter des machines, des moyens de travail, de fonctionnement. Nous avons la poursuite du partenariat avec les réseaux de femmes dans le cadre de la sensibilisation et leur participation dans les instances de décision à tous les niveaux. Je vais revenir sur la femme rurale encore parce que c'est vraiment la base de notre économie. Parce que quand on va parler de... D'aucuns pensent qu'elle est oubliée, la femme rurale. Non. Elle n'a pas les moyens de produire. Or, sa production, là, c'est elle qui va alimenter les industries des femmes entrepreneurs. Toutes les femmes entrepreneurs qu'on voit là, elles se ravitaillent au niveau du monde rural. Les femmes transformatrices? Les femmes transformatrices. Elles se ravitaillent au niveau des femmes rurales. Donc, en améliorant la production des femmes rurales, du coup, on améliore l'approvisionnement en matière première des femmes entrepreneurs et chacune y trouvera son compte. La femme rurale va écouler sa production et la femme entrepreneur va trouver son approvisionnement. Est-ce que c'est bien encadré ce que vous venez d'expliquer? Parce que souvent, on sait que c'est pas aussi... Pour le moment, ce n'est pas encadré. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas encadré. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas encadré parce que c'est fait de manière informelle. Informelle. Et là, tout ce qui est fait de manière informelle... quand même dont on ne respecte pas les droits. Dans ces deux cas, je parle de la femme rurale quand même, qui travaille péniblement pour pouvoir produire. Justement, pour respecter ses droits, voilà. Encore faut-il qu'elle ait les moyens de ne pas être fatiguée. Tout à fait, d'accord. À titre illustratif, on peut citer entre autres résultats la formation et l'accompagnement. Ça, ce sont des chiffres concrets, donc des résultats qu'on a obtenus. La formation et l'accompagnement de 44 799 adolescentes, dont l'âge varie entre 10 et 19 ans, entre 2023 et 2025, dans des espaces sûrs communautaires, à travers le programme Ilimi Zamandounia. Ce sont des programmes cadrés, parrainés, conduits par le ministère de façon officielle, avec des budgets bien spécifiques. Nous avons l'appui en kit d'autonomisation économique, notamment les équipements d'allègement des tâches domestiques. Vous voyez, on revient toujours à la même question, toujours au même fondement. Du matériel aratoire, des intrants agricoles. Donc ces kits ont été livrés, 15 825 femmes et filles dans les 8 régions ont bénéficié de ces kits d'autonomisation. Nous avons la formation et l'accompagnement en AGR de 25 000 adolescentes dans les régions de Maradi et Zender. Nous avons la formation au métier de 2100 filles et femmes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans à travers le projet Lafia IAL. Nous avons la formation et la sensibilisation de 2222 femmes en AGR. Nous avons la formation de 876 femmes en leadership. Nous avons l'appui de 52 groupements féminins en AGR. Voilà juste quelques résultats concrets. Quand on parle de l'épanouissement aujourd'hui de la famille et qu'on voit ces enfants dans la rue, et même souvent ces femmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, est-ce qu'on peut parler vraiment d'épanouissement de la famille quand il y a des enfants totalement dans la rue aujourd'hui? On les rencontre, et même souvent des femmes
Qu'est-ce que le ministère fait dans ce cas précis pour remédier à la situation? Femmes avec enfants. Ah oui, parce qu'on voit ces enfants dans la rue, ces femmes aussi qui sont dans la rue. Et en ce moment, est-ce qu'on peut parler d'épanouissement de la famille? Et qui dorment dans la rue. Oui, oui, exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Ça, il faut... Ah oui. C'est un problème. C'est un problème. Et c'est pratiquement dans toutes les régions du Niger. On rencontre ces difficultés. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous savez, on a tourné le problème dans tous les sens. Et on revient toujours à la même solution. La solution durable, c'est l'éducation. L'éducation. C'est l'éducation. D'accord. Un enfant qui est éduqué, que ce soit fille ou garçon, n'a pas le temps d'aller vagabonder dans la rue. Ah oui. Donc c'est l'éducation. D'où la nécessité de revoir le budget. 1 milliard pour toutes ces actions à faire, madame. Parce qu'on nous a posé la question sur le budget tout à l'heure. Oui, on aimerait bien. Vous avez dit que le budget là vous permet... C'est le tiers de ce qu'on a demandé. Oui, alors qu'il y a toutes ces questions qui sont là, des enfants dans la rue, des femmes abandonnées, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. C'est le tiers de ce que nous avons demandé. Voilà. Madame la ministre, quel rôle joue votre département ministériel dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité? Plusieurs actions ont été menées par le ministère et ces actions ont permis d'aboutir à des avancées significatives parmi lesquelles on peut retenir la création d'une direction nationale de l'inclusion de la femme en paix et sécurité. D'abord, donc, il faut installer le cadre institutionnel. Au même titre que les autres pays de l'AES, pour être en harmonie avec les deux autres pays, on a tenu à ce qu'il y ait une direction pour être au même niveau de décision. D'accord. Il y a aussi l'élaboration du 3e plan d'action, PAN, Femmes, Paix et Sécurité, 2026-2030. Voilà. Nous avons fait PAN 1, PAN 2, maintenant on est à PAN 3, en cours de validation. Nous avons la mise en place des dispositifs institutionnels, comme le Comité national du pilotage, le secrétariat national permanent, les antennes régionales, le réseau de points focaux, de la résolution 1325, c'est l'appellation au niveau donc, du système des Nations Unies. Nous avons le renforcement des capacités des femmes leaders, des organisations féminines et des relais communautaires sur la médiation, la prévention des conflits et la résolution 1325. Nous avons l'organisation de 630 séances de sensibilisation sur la cohésion sociale, la tenue de 307 médiations de conflits par des femmes médiatrices. Quand nous avons été sur le terrain, nos services déconcentrés font vraiment un travail formidable. Nous avons des femmes médiatrices qui interviennent pour régler les problèmes au sein des familles. Nous avons le règlement de 2346 conflits familiaux entre couples. Nous avons l'accès prioritaire des filles déplacées et vulnérables aux espaces sûrs. Donc, justement, pour les espaces sûrs dont on a parlé plus haut, là, où on leur apprend des AGR, on donne un accès prioritaire à ces filles déplacées. Nous avons aussi le renforcement de la cohésion sociale à travers la médiation, les préventions et le règlement des conflits. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes filles. Or, beaucoup de fois qu'on a fait des débats et autres échanges avec des gens, c'est que la consommation de drogue est vraiment élevée au niveau de ces jeunes filles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le ministère est en train de faire? Parce que c'est ça, parce qu'avant, c'est les petits garçons, mais maintenant, c'est des petites filles aussi qui consomment dangereusement la drogue, que ce soit à Niamey ou dans les autres villes du Niger. Qu'est-ce que le ministère fait par rapport à ce fléau? Justement, je viens de vous dire justement que les activités, les fonctions de ces médiatrices-là, elle s'occupe de ce cas précis? Exactement, c'est de ce cas précis qu'elle s'occupe. C'est justement de ce cas précis qu'elle s'occupe. De manière à ramener ces jeunes filles dans le droit chemin. Non seulement ces jeunes filles abandonnent l'école, mais elles se laissent aller à la facilité de la drogue, etc. Madame la ministre, une ordonnance récemment prise au Niger interdit les pratiques LGBTQ+. Quel sens le gouvernement nigérien, bien sûr, donne-t-il à ce texte? Et là, c'est la question qui fâche, parce que... Pas forcément. Elle est d'actualité, puisque vous avez vu l'étendue de ce sujet tout récemment avec tout ce qui s'est passé. On espère seulement avec cette ordonnance prise par le gouvernement que les choses vont aller loin. C'est pas du tout une question qui fâche, bien au contraire. Oh, ok. C'est une question qui rentre en droite ligne avec notre vision des choses. D'accord.
justement, il faut rappeler que bien avant l'adoption de cette ordonnance, toutes nos politiques et stratégies se sont démarquées de cette notion de LGBT pour marquer notre attachement indélébile à nos valeurs sociales, à nos valeurs culturelles, à nos valeurs religieuses. Depuis le début, je vous ai parlé du côté religieux, d'être en accord avec les bonnes préceptes. Voilà, exactement. À partir de ce moment, c'est sûr qu'avec ce genre de choses, on ne peut être que contre ces pratiques. Bien sûr. Donc, aussi, cette ordonnance, elle est bien fondée. D'accord. Elle est très bien fondée. Elle est nécessaire pour le bien-être de nos populations. En outre, au Niger, le terme genre n'a rien à voir avec les questions des LGBT. Le terme genre, c'est tout simplement masculin ou féminin. 2, pas plus. Il n'y a pas de troisième possibilité. Ou la personne est femme ou la personne est homme. Ça s'arrête là. Un point. Un point trait. Un trait. Donc, en tant que ministère de la Population, notre rôle est d'accompagner les mesures coercitives et punitives avec des actions de sensibilisation et de valorisation de nos mœurs. D'accord. Alors, quels sont maintenant les actes à poser par votre département ministériel, Madame la Ministre? Conformément aux principes énoncés dans l'article 1er de la Charte de la refondation, notre département ministériel a mené plusieurs actions de mobilisation sociale et de sensibilisation de ces groupes cibles, notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. On peut citer entre autres le triptyque cohésion sociale, patriotisme et esprit de souveraineté. Comme action menée concrètement dans ce sens, on peut retenir plusieurs activités. Par exemple, l'organisation de 16 jours d'action patriotique pour la promotion des droits humains, qui a touché environ 4000 personnes, dont 700 hommes. On peut citer aussi l'organisation de plusieurs séances de sensibilisation et de prières collectives qui continuent, Dieu merci. On peut citer environ 30 000 personnes, hommes et femmes, sensibilisées sur les droits des femmes et leur capacité à contribuer à la refondation nationale lors de la Journée nationale de la femme. Quand on a tenu la Journée nationale de la femme cette année, on a écarté tous les aspects festifs pour les remplacer par justement cet esprit de mobilisation générale et de refondation nationale et de patriotisme. On peut citer le lancement de la campagne de mobilisation générale que nous avons eu à faire justement en collaboration avec les femmes du CCR. La continuité des contributions personnelles à l'effort de guerre. S'agissant de la cohésion sociale, au niveau de notre ministère, nous avons mis en place une cellule d'écoute des plaintes et de référencement des cas de violence basés sur le genre, dénommée FABA, couplée à une ligne verte gratuite, 4 fois, qui a été créée au niveau donc, du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Donc si, par exemple, que ce soit basé sur le genre, que ce soit femme ou homme, qui soit agressé, la personne peut appeler ce numéro et demander de l'aide. Et comment manifeste cette aide à votre niveau pour ces personnes qui sont victimes de ces violences? Si par exemple c'est un conjoint qui met en danger la vie de sa femme, on va conseiller à la femme de se mettre un peu à l'écart parce que la vie, on n'a qu'une seule vie. Bien sûr. De se mettre à l'abri. Pour un moment. Pour un moment. Le temps que l'autre, la colère de l'autre côté soit apaisée, parce que ça va s'apaiser. Et aussi, on peut faire appel à des éléments de la famille pour intervenir. Un couple qui ne s'entend pas, qui a des problèmes, il faut faire appel aux médiatrices. Tout à l'heure, on a parlé des médiatrices. Tout à fait. Les médiatrices, d'abord. On essaie de régler les choses à l'amiable. Madame la ministre, quelle réforme sociale prioritaire pour refonder notre pays? Parce que là aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement depuis que nous sommes dans la refondation. Vraiment, quelles sont les réformes? Parce que souvent, quand on regarde ce qui se passe, on n'a vraiment pas l'impression que les gens ont compris c'est quoi cette refondation. Quelles sont les réformes sociales maintenant, peut-être pensées par votre ministère? Notre ministère a pensé à un certain nombre de réformes qui ont été engagées, notamment l'élaboration du décret d'application de l'ordonnance numéro 2024-20 du 29 mai 2024 relative aux principes fondamentaux de protection sociale des personnes âgées. Ce projet de décret est dans le circuit d'adoption. Il a été récemment traité au niveau de la Côte-Verte. Donc c'est dans le circuit d'adoption.
pour les personnes âgées. D'accord. Nous avons l'édition de la carte d'égalité des chances aux personnes handicapées. Nous avons la mise en place de la plateforme FABA, dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons la réhabilitation du fonds de soutien aux personnes handicapées. Et là aussi, le texte est en cours d'élaboration. Nous avons la création de la direction de l'inclusion des femmes en paix et sécurité. Et nous avons notre direction de l'inclusion sociale. Madame la ministre, quel contenu concret avez-vous donné au volet action sociale de votre portefeuille que les Nigériens doivent retenir comme bilan à votre actif? À ce niveau, il faut entendre par action sociale l'ensemble des politiques, des programmes et des interventions de l'État, des ONG, voire communautaires, visant à assister les populations vulnérables. De la protection des groupes marginalisés et la promotion du développement social à la base. En termes de bilan, on peut retenir la délivrance de 4006 cartes d'égalité des chances, couplées aux filets sociaux inclusifs au profit des personnes handicapées. Soyez un peu plus explicite à ce niveau. Oui, les cartes d'égalité de chances, ce sont des cartes qui permettent aux personnes handicapées d'avoir accès à des services sociaux, des services sanitaires, etc., pour être pris en charge, tout simplement. Il y a aussi l'accompagnement des femmes déplacées internes. Le Fambita, par exemple. Vous savez, l'année dernière, on a eu le cas de suite à l'attaque. Dans le cadre de la promotion de la solidarité, l'opération Solidarité Ramadan, qui a permis de toucher environ 15 000 personnes, réparties dans les 5 arrondissements communaux de la région de Niamey, avec une forte implication des autorités administratives et communales. Et il faut aussi retenir que des opérations similaires ont été menées au niveau des autres régions du pays. Donc ce n'est pas seulement localisé au niveau de Niamey, c'est au niveau des autres régions du pays. Et à cette occasion, notre ministère a eu à livrer, de la même façon que pour les inondations, à couvrir tout le territoire avec des biens alimentaires cette fois-ci. Nous avons aussi la délivrance de 627 certificats de prise en charge médicale au profit des personnes handicapées dans le cadre de l'utilisation des services de santé. Donc, en plus de la carte d'égalité des chances, il y a une prise en charge médicale au profit des personnes handicapées. Nous avons l'assistance à 170 ménages vulnérables en cash. Nous avons l'appui à 830 ménages en articles non alimentaires. Nous avons l'assistance aux victimes d'incendie. Nous avons l'assistance à 2177 personnes qui ont des besoins spécifiques. Sur fonds propres de l'État? Sur fonds propres de l'État. Voilà, pour préciser. Sur fonds propres de l'État. Voilà. Alors, professeur, quelles sont les initiatives que vous avez lancées pour valoriser l'esprit de travail, promouvoir la dignité humaine et lutter aussi contre la mendicité, qui est un phénomène que vous avez effleuré tout à l'heure? Le ministère a mis en œuvre plusieurs initiatives, parmi lesquelles on peut citer l'autonomisation des groupes vulnérables, dont j'avais fait allusion si haut, et qui vise à lutter contre le phénomène de la mendicité, lequel ne peut trouver sa solution durable que dans l'éducation. Mais il y a d'autres solutions alternatives. Nous avons la préservation des droits des enfants à travers le rappel des textes et lois qui répriment le phénomène de la mendicité. Il y a des textes qui répriment. Nous avons l'organisation, donc la préservation des droits des enfants à travers le rappel des textes et des lois réprimant le phénomène de mendicité, dont on vient de parler. Nous avons l'organisation des séances de sensibilisation ayant permis l'engagement des leaders communautaires, religieux et des parents en faveur de la lutte contre le phénomène de mendicité. Nous avons 30 225 talibés recensés au niveau de 601 lieux d'hébergement dans les grands centres urbains et retournés dans leurs familles et ou placés dans des centres d'apprentissage. Nous avons 1550 mendiants rapatriés des pays voisins, du Burkina Faso, du Sénégal, du Tchad, du Togo, à travers le comité technique multisectoriel chargé du rapatriement des Nigériens à l'extérieur, en accord avec, en collaboration avec le ministère en charge des Affaires étrangères. Oui. Nous avons la co-organisation du colloque international sur la mendicité au Sahel, tenu récemment à l'université, du 24 au 26 mars 2026,
et qui a été placé sur le thème « Regard croisé sur la mendicité au Sahel ». Au niveau de ce colloque-là, je vous ai dit, on a tourné la question dans tous les sens. La principale solution, c'est l'éducation. Et maintenant, il y a d'autres solutions intermédiaires qui peuvent intervenir. Mais il faut les moyens. C'est ça le problème. Beaucoup de moyens même. Il faut beaucoup de moyens. Parce que non seulement, on a vu les Maliens qui ont été rapatriés par avion. Ça n'a aucun sens. Et ils sont retournés. Ils sont retournés, justement. C'est ça aussi. Ils sont retournés. Même à Niamey, ceux qui ont été attrapés ont repris. Oui, voilà, ils sont retournés. Donc il faut noter que toutes les personnes rapatriées ont été sensibilisées sur plusieurs thématiques, notamment sur les méfaits de la mendicité. Okay. L'école de Marie, où est-ce que nous en sommes, Madame la ministre? L'école de Marie a eu tellement de succès que ça a été exporté au-delà de nos frontières. Tout à fait. Oui. Est-ce que l'initiative se poursuit au Niger ou... Ça se poursuit. Ça se poursuit. Et c'est de plus en plus institutionnalisé. Ça se poursuit. Madame la ministre, comment comptez-vous favoriser la solidarité et l'entraide, cette fois-ci, entre Nigériens? Pour refonder notre pays, nous sommes en matière de refondation. Oui, bien sûr. Il faut qu'on se... Et souvent, cette solidarité fait défaut, cette entraide fait défaut. Et pourtant, il faut qu'on passe par là. Ah oui. Il faut qu'on passe par là. Parce que personne ne peut vivre en autarcie. En autarcie, tout non. à fait. Il faut toujours travailler, enfin, fonctionner avec son environnement. Donc, sur ce plan-là, mon département ministériel est déjà dans le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de solidarité nationale. Que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau associatif, comme les structures féminines, que ce soit au niveau individuel, au niveau personnel. Parce que ça commence là aussi. Il faut que la personne soit convaincue, que la personne s'engage de façon personnelle et donc à être solidaire de son voisin. Du personnel, ça va à l'associatif, et de l'associatif, ça va à l'institutionnel. Donc en ce moment, c'est bien structuré. Sur le plan national, qu'est-ce que vous faites, Madame la ministre Justin, pour favoriser la solidarité? Ça veut dire pour amener les Nigériens vraiment à être solidaires. Il y en a qui ne partagent pas. Qu'est-ce que le ministère fait? Ça va finir partage, parce que j'ai dit justement... Qu'est-ce que le ministère fait pour amener vraiment les Nigériens à être davantage solidaires? Il a été rappelé ici sur le plateau par Abdoulaye ici, qui est le plus grand donateur au niveau du fonds de solidarité, est un étranger. C'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. C'est l'un des richismes des pays voisins qui a donné plus de contributions au FSSP en matière individuelle. Qu'est-ce que vous faites pour amener vraiment les Nigériens à s'engager, à être vraiment solidaires? Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la résilience, de la refondation, on a vraiment besoin de cette solidarité. Et c'est cette mission qui fait partie de l'autre portefeuille de votre ministère, oui. La solidarité. Au niveau du ministère, notre ministère, c'est la fonction officielle de notre ministère, la solidarité nationale. Bien sûr. Par ailleurs, il convient de rappeler que les mécanismes endogènes de solidarité et de protection sociale traditionnelle sont déjà capitalisés par les études antérieures et nous sommes en train de faire la promotion de ces bonnes pratiques. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Parmi ces pratiques séculaires, on note les gaïas, en Hausa, Bougou en germain. Par exemple, au moment des grandes cultures, des labours, tout le village se met ensemble. Bien sûr. Pour labourer. Le habanaye, donc au niveau du cheptel, les tontines, le tutorat, la solidarité communautaire, etc. Il faut noter également l'assistance des services étatiques aux communautés sinistrées. Donc on revient toujours à l'État, c'est notre fondement. L'État est là à travers des institutions comme notre ministère. Et d'autres ministères, bien sûr. Madame la ministre, pour poursuivre cet entretien, les personnes vulnérables nécessitent une assistance, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées. Quelles sont les initiatives faites pour leur protection et leur autonomisation? Leur protection d'abord, puis leur autonomisation. Les personnes vulnérables. Voilà, les personnes vulnérables. Avant de parler des personnes âgées et des personnes handicapées, en matière de personnes vulnérables, nous avons les plus jeunes, les nouveau-nés. C'est ça. En matière de vulnérabilité, vous ne pouvez pas trouver plus vulnérable qu'un nouveau-né abandonné sur un dépotoir. C'est ça. Il n'y a pas plus vulnérable.
exposés à des bactéries. Complètement, complètement. Donc les degrés de vulnérabilité, c'est en fonction de l'âge et en fonction des catégories. Il y a donc bien sûr les personnes handicapées et les personnes âgées. Donc quelles sont les initiatives qui sont faites pour leur protection et leur autorisation? Donc on va parler de protection. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été mises par mon département ministériel, parmi lesquelles l'adoption de l'ordonnance 2024-20 du 29 mai 2024, relative aux principes fondamentaux de protection sociale des personnes âgées, dont le décret d'application est en cours d'adoption. Il vient d'être discuté au COTEVET. Nous avons la délivrance en cours de 5000 cartes d'égalité des chances au profit des personnes handicapées, donnant droit à des avantages dans le domaine du transport, de la santé, de l'éducation, des loisirs, des urgences humanitaires, pour ne citer que cela, allant de la réduction des tarifs à la gratuité des services. Donc, en somme, pour leur faciliter autant que possible la vie. Nous avons l'affectation par l'État d'un bâtiment abritant le siège du Conseil supérieur des personnes âgées. Donc, il vient d'avoir un siège donc fourni par l'État, à travers le patrimoine de l'État. Nous avons l'attribution d'un terrain d'1 hectare pour la construction d'un centre multifonctionnel de prise en charge des personnes âgées. Par exemple, le siège dont on vient de parler, une salle de soins, une salle de sport, etc. Nous avons l'appui financier à 174 filles handicapées scolarisées pour une valeur de 25 millions de francs CFA afin de favoriser leur maintien dans le système éducatif. Nous avons des appuis en produits alimentaires et non alimentaires aux écoles spécialisées. J'ai parlé tout à l'heure de l'école des aveugles, il y a l'école des sourds, il y a les écoles des déficients intellectuels, etc. Nous avons le processus de mise en place d'un fonds national autonome de soutien aux personnes handicapées qui est en cours de finalisation. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter la mobilité des personnes handicapées? Parce que là, la question se pose. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter la mobilité? La mobilité des personnes handicapées, il y a déjà un texte qui donne droit de mettre des dispositifs pour faciliter l'accès de ces immeubles, donc de ces structures, aux personnes handicapées. Notamment des rampes d'escalier. C'est ça. Au lieu d'avoir des marches, on met des rampes, etc. Et comme ça a été plus ou moins oublié, nous avons activé ça récemment. Donc récemment, nous avons ressorti ce décret-là et nous l'avons ventilé à tous les services étatiques. OK. Pour la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre. Et je vous assure que ça bouge. Si, ça bouge. Ça bouge. Quelque temps après, partout, tous les services étatiques, notamment entre les ministères et autres, partout, il y a des rampes d'escalier. Tous les immeubles nouvellement construits ont une rampe pour handicapés. Donc, il y a ça aussi. Et bien sûr, pour le moment, au niveau des bus, on a préconisé aussi l'installation d'une rampe amovible pour avoir accès aux bus quand ces bus seront là, etc. Les prochains bus alors? Oui, j'ai dit quand les bus seront là. Ah voilà, d'accord. Alors, Madame la Ministre, comment votre département ministériel gère la question des personnes déplacées internes, puisque nous sommes dans une situation d'insécurité depuis quelques années, mais aussi la question des sinistrés des inondations? Donc, il y a deux volets. Il y a le volet des personnes déplacées internes et le volet de gestion des inondations. En ce qui concerne les personnes déplacées internes, M. Hierro, mon département ministériel dispose des structures de prise en charge, tant au niveau central qu'au niveau des concentrés. Je vous en ai parlé au début. Ces structures sont en charge de l'accueil, du suivi, de la subsistance et de la bonne cohabitation avec les communautés hôtes. Quand nous avons effectué nos visites sur le terrain, donc au niveau de cette région,
Nous avons rendu naturellement visite donc à ces personnes déplacées internes. Ces personnes déplacées internes ont des besoins spécifiques et immédiats. Ce sont des familles entières souvent. On a le nombre aujourd'hui? Est-ce que on a un chiffre vraiment exact de ces personnes déplacées au Niger? Non, on n'a pas un chiffre exact. Il n'y a pas un recensement? Ici, il y a un recensement, mais j'aurais voulu, c'est comme tout à l'heure je vous ai parlé de biométrie. Oui, voilà. Pour avoir un bon recensement, OK. Pour avoir un bon recensement, il faut des mesures biométriques pour ne pas avoir des doublons. Ces pays ont des besoins spécifiques, j'ai dit. Il leur faut des points d'eau. Il leur faut un abri d'abord sur la tête. Souvent, on les retrouve au niveau, donc, sous des hangars. Et d'abord, il leur faut un terrain. Ce terrain appartient à quelqu'un. Donc, en accord avec les autorités locales, il faut que les autorités locales, notamment le gouvernorat, leur attribuent un endroit pour s'installer. Il y a le besoin de points d'eau, il y a le besoin d'école, il y a le besoin d'accompagnement pour avoir une vie décente. Donc tout ceci, l'un dans l'autre, il faut des actions coordonnées pour mettre à leur disposition. S'ils sont déplacés internes, ce n'est pas par gaieté de cœur, non. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent. Ils sont forcés. Ces populations sont forcées de devenir déplacées internes. Donc elles-mêmes, ces populations souhaitent retourner chez elles le plus tôt possible. Donc en attendant que la situation sécuritaire soit rétablie, ces populations, il faut qu'on les mette dans des conditions décentes d'existence. Donc abri sur la tête, fourrage, école et activités génératrices de revenus. Parce que ces femmes-là, il y a une majorité de femmes, ne vont pas venir du matin au soir se tourner les pouces. Il faut nécessairement qu'elles soient occupées. Donc là aussi, il faut leur trouver des activités pour des AGR. Et le cas des personnes qui viennent d'ailleurs? Parce que vous avez ici cité l'exemple des personnes déplacées internes et les réfugiés. Ce sont les réfugiés. Les réfugiés, voilà. Les réfugiés sont pris en charge par le ministère de l'Intérieur. Pour ce qui est du volet gestion des inondations, Voilà. S'agissant de ce volet, il faut rappeler qu'un comité national de prévention et de gestion des inondations, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été mis en place pour prendre en charge la question des inondations. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier vice-président, le ministre en charge de l'équipement, et deuxième vice-président, la ministre en charge de l'action humanitaire. Je tiens à rappeler le caractère multisectoriel de la gestion des inondations, ce qui confère la multisectorialité à ce comité. Effectivement, pour cette gestion des inondations, tous les acteurs doivent intervenir. Pour ce qui est du ministère de la Population, ce ministère a mis en place une cellule de prévention pour appuyer ce comité, cellule de prévention et de gestion des inondations qui se réunit une fois par semaine pendant la période hivernale. Donc nous avons commencé. D'ores et déjà, nous avons lancé les travaux de la dite cellule au titre 2026. Donc ça vient d'être fait. Mais comme je l'ai dit, en matière d'intervention sur le terrain, on ne peut pas attendre de lancer la campagne. C'est toute l'année. D'accord. Ainsi, les actions menées dans le cadre de la gestion des inondations ont permis de toucher 76 538 ménages, soit 574 111 personnes ayant bénéficié de vivres et biens non alimentaires. On a pu mettre à disposition 7 653,8 tonnes de céréales au niveau des régions. C'est pour souligner le caractère étatique donc, de ces dispositifs. Nous avons un taux de couverture de la réponse de l'État de 100% en vivres aux sinistrés des inondations 2025. Nous avons 29 563 ménages sinistrés assistés, soit 206 941 personnes sinistrées assistées en kit abri et biens non alimentaires, des kits d'hygiène. Donc, il faut noter que depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, on constate un changement notable dans la prise en charge des impactés des inondations à travers une réponse essentiellement sur fonds propres. C'est important à souligner. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités de l'État, au premier rang desquelles son
son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, qui n'ont ménagé aucun effort pour débloquer les moyens conséquents pour la prise en charge des inondations. Madame la ministre, Oui. sur cette question des inondations, je vais insister sur un point. Oui. C'est la gestion des fonds des inondations. Pourquoi je le dis? Parce qu'au moment où il y avait le ministère de la gestion des catastrophes, le problème de gestion de fonds s'était posé beaucoup de fois. La ministre étant, l'ancienne ministre, je vais dire, étant elle-même membre du comité et qui gère directement ces questions d'inondation, souvent, ce n'est pas elle qui gère directement les fonds. Parce que ce problème s'est posé à ce moment précis dont je vous parle. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème de gestion de fonds, comment ça se passe au niveau du comité? Parce qu'on ne peut pas être un ministre qui gère directement les opérations sur le terrain et c'est de l'autre côté que d'autres gèrent la question financière. Oui. Parce que ça s'est posé, je me rappelle bien. D'accord. Voilà. Pour ce qui est de la gestion financière, oui, du fonds. On a bien dit que la cellule de notre ministère vient en appui au comité national. Qui gère les fonds dans ce comité-là, aujourd'hui? Le fonds des inondations, c'est qui gère les fonds directement? À partir du moment où la cellule vient en appui au comité, donc le comité est au-dessus de la cellule. D'accord. La gestion des fonds ne peut se faire qu'avec la présidence de ce comité-là. Et la présidence de ce comité, ce n'est pas forcément le Premier ministre en tant que tel. Il y a le vice-président, il y a le premier vice-président, il y a le deuxième vice-président. Chacun a son rôle à jouer. Mais pour ce qui est de la gestion des fonds, ça, ce n'est pas un problème. On va poursuivre cet entretien. Madame la ministre, s'agissant de votre portefeuille, quels sont les efforts et projets dans le cadre de notre confédération AES? Dès notre prise de fonction, il y a eu la tenue de la première rencontre des ministres de l'AES en charge des femmes au Niger en juillet 2025 et qui a abouti à la déclaration de Niamey avec une feuille de route qui prend en compte toutes les actions à mettre en œuvre pour l'épanouissement des femmes et des populations. Donc, après cette première rencontre des ministres de l'AES, qui va d'ailleurs se répéter bientôt au niveau du Burkina, parce que le Burkina qui assure la présidence, nous avons eu à participer en août 2025 à Bamako à la rencontre des ministres en charge de l'action humanitaire de l'AES, qui a vu initier l'élaboration d'une politique humanitaire de l'AES. Tout à l'heure, j'avais touché un mot de ça. Il y a une politique humanitaire harmonisée au sein de l'AES. Nous avons aussi l'organisation d'un symposium au Niger sur l'amélioration des conditions de vie de personnes handicapées dans l'espace AES. Donc, nous avons tenu ça ici. Nous avons récemment lancé, à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, initiative appuyée par nos 3 chefs d'État, un projet de création du réseau des femmes scientifiques de l'AES qui a pour objet de promouvoir et de renforcer la participation des femmes dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation au sein des États membres de l'AES. Dans chacun de ces 3 pays de l'AES existe déjà une structure, un réseau de femmes scientifiques en charge de la science, où les femmes scientifiques ont des missions, ce sont des structures étatiques. Et là, grâce à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons lancé ce projet de création au sein de l'AES. Actuellement, en matière de rencontres au sein de l'AES, la tenue de la 2e réunion des ministres en charge des questions de la femme, qui aura bientôt lieu, Inch'Allah, au Burkina Faso en juillet 2026, et qui verra l'opérationnalisation du cadre de concertation des ministres, de même que celui de la coordination régionale de la plateforme de l'AES. Nous avons le renforcement de la coordination et de la mise en œuvre des politiques humanitaires et de solidarité. D'ores et déjà, des dispositions sont prises pour la création d'un comité en charge des questions de redevabilité et de localisation sur les aspects humanitaires. Donc, en gros, voilà ce que nous avons au sein de l'espace AES. Madame la ministre, quels sont vos rapports avec les partenaires nationaux et internationaux?
À ce sujet, nous avons des protocoles d'accord et des conventions de partenariat, de financement et de mise en œuvre des politiques qui nous lient avec les partenaires nationaux comme internationaux dans le respect des dispositions statutaires en vigueur. Comme je vous l'ai dit, les partenaires travaillent en respect des dispositions statutaires en vigueur. Ce sont les bons rapports. Madame la ministre, quel cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre ministère avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre département? Merci beaucoup, M. Yero. À ce niveau, il faut relever que le ministère a élaboré des documents stratégiques, programmatiques et de mesures de performance, à savoir le document de programmation pluriannuelle des dépenses, le DPPD, 2026-2028. Il y a aussi le projet annuel de performance PAP 2026 et le rapport annuel de performance RAP 2025. Dans la même optique, nous avions réalisé plusieurs missions ministérielles à l'intérieur du pays. Ces dernières, faudra-t-il le souligner, nous ont permis de nous imprégner des conditions de travail des agents, d'échanger avec les communautés et de nous enquérir de l'état de fonctionnement des services déconcentrés qui font un travail formidable. Nos collaborateurs à l'intérieur du pays font un travail formidable. Mais il y en a des directions régionales qui n'ont pas de siège, Madame la ministre. Ça va venir, Inch'Allah. Ils sont logés quelque part. L'essentiel, c'est le travail. C'est le travail. Je le rappelle parce que votre objectif, c'est de créer un meilleur cadre pour les agents. Oui, oui. Par exemple, à Tawa, voilà. Quand on était à Tawa, le chantier en souffrance d'Ara. Exactement, exactement. Le chantier, donc il suffit de trouver un moyen de finaliser ce chantier. Et comme ça, la direction régionale aura son siège. En termes de perspective, mon département ministériel se focalisa donc à court et moyen terme sur les aspects suivants, notamment l'aspect de la cohérence et l'adaptation des politiques et stratégies au programme de refondation de la République. Le développement d'une planification stratégique 2026-2030 assortie d'une planification opérationnelle triennale glissante qui sera le document de référence pour tous les intervenants dans notre domaine d'intervention. La poursuite de l'enrôlement biométrique des personnes déplacées internes dans les régions touchées par le phénomène. L'élaboration des projets et programmes structurants dans les domaines d'intervention du ministère. La réactualisation du plan triennal de contingence inondation. L'opérationnalisation de la plateforme de réduction de risques et catastrophes. Le renforcement de la collaboration avec les parties prenantes dans les domaines de compétences du ministère. L'élaboration d'une stratégie de communication intégrée pour le ministère. Parlons du cadre, madame, parce qu'on parle du cadre approprié de mesures de résultats et d'appréciation. Et je sais, est-ce qu'on peut faire ce travail-là sans peut-être des agents, hein? Je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous avez parlé vous avez donné le chiffre des agents, hein? Oui. Est-ce que c'est suffisant pour faire ce travail? Est-ce que vous avez besoin d'autres agents? Est-ce qu'il y a un recrutement qui est en vue ou pas? Nous avons besoin d'agents, voilà. D'autres agents, des agents complémentaires, pas supplémentaires, complémentaires pour faire ce travail. Ah oui. Nous en avons besoin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un recrutement. Madame, on a pratiquement fait le tour du sujet. Maintenant, pour finir cet entretien, quel sera votre mot de la fin? Quel sera votre mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit pendant des heures? Tout n'a pas été dit. Ah oui? Ah non. D'accord. Il reste encore. Bon, je réponds à vos questions, c'est tout. Ah oui? Oui, mais tout n'a pas été dit. Parce que si je dois vous dire tout ce que j'ai à dire, on va y passer la journée. Ah oui. Bon, ça, on n'est pas dans un amphi. Non. Voilà. On a tenu compte de vos questions aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'accord. La latitude de poser autant de questions. Bien sûr. Au terme donc de cet entretien, dont je vous remercie infiniment, encore une fois, permettez-moi d'abord de reconnaître et féliciter l'ensemble des travailleurs sociaux pour le travail remarquable et leur engagement sans faille au service de nos laborieuses populations.
Je tiens à saluer la résilience de nos populations qui, malgré les défis sécuritaires, économiques et climatiques, tiennent bon et contribuent efficacement à la marche inexorable de notre pays pour la souveraineté nationale. Ça, il faut le dire, notre population est particulièrement résiliente. Ça, il faut le reconnaître. J'invite donc l'ensemble des acteurs à nous rejoindre dans cette dynamique de solidarité. Tout à l'heure, on a parlé de solidarité et d'entraide, d'unité et de mobilisation pour la réussite de la refondation et le développement durable de notre pays. Alhamdulillah, Dieu merci pour tout. D'accord. Et à vous tous. Merci aussi à vous, Madame la Ministre, vraiment pour cet entretien. Vous avez salué la réhabilitation du ministère que les femmes ont demandé, parce que j'ai suivi ce débat avec les femmes chaque fois qu'ils demandent le retour du ministère de la Population. Le président de la République a accepté et ce poste est revenu. Donc vous avez eu la chance et l'honneur d'occuper. C'est une bonne chose. Oui, et s'il n'avait pas répondu immédiatement, c'est uniquement pour des questions sécuritaires. Tout à fait. On est d'accord. Vous avez aussi parlé des réformes que depuis que vous êtes là, 14 mois, que vous êtes en train de mener au sein de ce ministère, et j'espère qu'avec ces réformes, sans doute que le ministère aura beaucoup plus de visibilité dans ses actions. Là, vous avez également parlé des actions en faveur des populations. Ça, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, ce ministère s'intéresse aux populations, notamment les vulnérables, les personnes âgées et même personnes vraiment handicapées, avec une prise en charge totale. Et là, pour finir, vous avez, j'insiste là-dessus, sur le cadre institutionnel sur la solidarité, parce que c'est ça qui nous permet que vraiment les Nigériens, les citoyens nigériens contribuent fortement vraiment à ce que nous sommes en train de faire dans cette histoire et dans cette question d'entraide et de solidarité. Il faut ce cadre institutionnel. Et j'espère que vous aurez l'occasion en tant que ministre de la Population de mettre ce cadre institutionnel. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez dit ce soir sur ce plateau. Et bonne chance dans vos futures, votre mission. Bonne chance à nous tous. Et surtout à notre pays. Merci beaucoup. Surtout à notre pays. Merci. Et à l'AES. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien avec la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité, professeur Sidi Kouramotou Djermoko Seyni, qui vient de parler des actions réalisées au sein de son ministère. Beaucoup d'efforts ont été fournis, selon la ministre, depuis la réhabilitation de ce ministère pour venir en aide aux personnes vulnérables et aussi dans la protection des enfants et la promotion des femmes. Excellente soirée à tous. Au revoir.